Bien, bonjour à tous et toutes. Soyez les bienvenus dans ce nouveau semestre qui, en volume horaire, est identique au semestre précédent, c'est-à-dire que nous avons devant nous une trentaine de cours. Cette trentaine de cours va être tournée pour les CM et pour la spécificité maternelle autour de la pédagogie, pour les TDTP, tournée autour des trois grands sujets que seront la dissertation. Alors, la dissertation, nous avons vu déjà un type de sujet qui implique que les avis de l'auteur, positionnement de l'auteur, permet de construire une partie 1, une partie 2, une partie 3, éventuellement. C'est l'auteur qui a des positions différentes, qui donnent lieu à différentes parties. Nous allons voir une autre forme de sujet qui consisterait à faire en sorte que l'auteur ne tienne qu'une position extrêmement tranchée et qu'il soit donc présent massivement dans une première partie, mais que les autres parties soient plus à notre charge en quelque sorte. Vous avez un auteur qui est entièrement pour la peine de mort. Et la question, c'est faut-il être pour la peine de mort? Alors, dans la partie 1, on dit, ben oui, il faut être comme l'auteur. Et voilà les arguments qu'on peut rajouter, nous, sur cette question. Mais après, partie 2, ben, faut-il être? Il y a le non aussi. Donc, l'auteur n'est pas dans le non. Mais nous y serons. Donc, dans cette optique-là, l'auteur est enrichi massivement dans une partie 1, et puis nous sommes tout seuls dans une partie 2 ou 3. Donc, c'est un petit peu différent dans l'organisation. Rien de structurel. L'introduction se fait de la même façon, l'organisation des paragraphes et des parties se fait de la même façon, mais nous avons plus d'amplitude, on va dire, pour développer des idées qui sont propres. Avec l'avantage que nous appuierons sur nos idées, mais avec l'inconvénient, c'est qu'il faut avoir des idées. Donc ça, c'est les modalités de cette dissertation que nous verrons essentiellement dans ce deuxième semestre. Et puis, je disais trois parties, la dissertation, la partie grammaticale. Alors, il nous reste un très gros morceau dans la partie grammaticale, hein, c'est plusieurs morceaux, mais un véritablement gros morceau, c'est la partie phrase, étude de la phrase. Pourquoi? Parce que dans la phrase, il y a deux notions qui sont des notions complexes, qui sont la notion de proposition. Est-ce qu'une proposition indépendante, proposition subordonnée? Et puis la nature, justement, nature et fonction des propositions subordonnées. Elles sont conjonctives, elles sont relatives, elles sont circonstancielles, elles sont complétives, elles sont, bon, tout un expansion du nom, voilà, tout un ensemble de notions de description de la langue qui demanderont l'usage de toutes les notions antérieures. Donc c'est ça qui est un petit peu difficile. Il faudra au moins 3 cours pour traiter la notion de subordination et au moins 2 pour la notion de proposition en soi. Donc ça va être un peu complexe parce que c'est ce qu'on enseigne et parce que c'est souvent ce qui est demandé au cours. Grammaire, dissertation, grammaire. Et puis le troisième morceau, on va l'initier aujourd'hui, c'est ce qui relève de la partie lexicale. Vous vous rappelez que si on regardait l'économie globale d'un sujet, en gros, la partie dissertation est sur 9, 10, 11 points, la moitié des points. Ensuite, on a une partie grammaticale qui est sur 4, 5, 6 points. Et puis, on a une partie lexicale, l'étude du lexique, qui est sur 3, 4, 5, 6 points aussi, pour obtenir un total de 20. Donc, il y a une partie d'étude du lexique. Et c'est ce que nous allons donc aborder aujourd'hui, l'étude du lexique. Donc, c'est une partie en soi de mon cours, hein, de même que nous avions des cours qui s'appelaient éléments de linguistique, de même que nous avons des cours qui sont grammaire avec des chapitres. Il y a un cours complet. 3 séances vont être consacrées au moins à ce sujet-là, qui est l'étude donc du lexique.
Qu'est-ce que c'est que le lexique? C'est les mots, hein, l'étude des mots. Alors, quand on est dans le champ de la grammaire, on étudie plutôt l'organisation des mots. Comment les mots se répondent les uns les autres. Comment ils s'organisent. Comment ils se coordonnent. Comment ils s'accordent, pour employer le mot véritable, comment les mots s'accordent les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle aussi la syntaxe, la relation les uns avec les autres. Quand on est dans le lexique, on s'interroge davantage au sens des mots et à leur construction. Construction, comment ils sont fabriqués, avec des morceaux initiaux, préfixes, des morceaux terminaux, suffixes, des morceaux après, et puis le sens que prennent ces différentes constructions. La partie lexicale, disons-le, elle est simple. Elle est assez simple. Elle ne pose pas véritablement de problème en termes de savoir ou en termes d'analyse. Mais elle pose des problèmes en termes de réponse. Ce sont des questions, réponses. Pourquoi? Parce que ce sont des réponses qui sont très normalisées. Les réponses attendues sont des réponses très précises. Et je vous avais dit lors de la dissertation, par exemple, qu'une introduction, c'est en 4 temps. Il y a une phrase générale au début, une phase de problématique, la question, puis l'annonce du plan. Ça ne s'invente pas. Et si on vous laisse libre, avant d'avoir eu ces cours, si je vous avais laissé libre de faire une introduction, vous auriez fait quelque chose. Mais le fait que c'est en 4 temps, bien organisé, bien structuré, vous ne l'auriez pas su. La partie lexicale, c'est la même chose. On attend des réponses très précises et des questions très précises. Alors, il faut avoir compris ce qui est attendu. Alors, nous allons étudier les différents types de questions qui peuvent vous être posées dans le champ de cette étude lexicale. C'est des points assez gratuits, assez faciles à obtenir, mais encore faut-il savoir quoi répondre. Une remarque pour commencer, je vous rappelle que le lexique, les mots, ils ont en français, en anglais, en allemand, en italien et dans toutes les autres langues, ils ont une origine. Nous avons, dans un dictionnaire moyen, c'est-à-dire un dictionnaire qui n'a pas trop de termes scientifiques et techniques, nous avons 60 000 mots. Ces 60 000 mots ne tombent pas de la Lune. Ces 60 000 mots viennent à des moments précis dans la bouche de ceux qui parlent la langue. Ces mots, ils arrivent dans le lexique. Ils arrivent dans l'usage collectif de la langue à des moments et pour des raisons précises. Lors de mon premier cours, j'avais parlé du langage. Vous vous rappelez que le langage, c'est une aptitude à communiquer, c'est une compétence, une capacité que chaque être vivant a à communiquer avec ses semblables. Nous avons un langage qui est organisé selon un double mouvement, ce qu'on appelle la double articulation du langage, ce que le linguiste André Martinet, dans les années 60, a appelé la double articulation du langage. Nous sommes capables de fabriquer des sons différents les uns des autres. Les humains sont capables de fabriquer une 60aine de sons. Le français, on utilise 37 différents de ces sons. Mais ces sons sont organisés, sont assemblés pour fabriquer des mots. Et c'est ce dont il s'agira ici, c'est l'étude de ces mots. Toujours est-il que la capacité de langage humain, cette capacité, d'où vient-elle? Quelle est son origine? On sait comment elle fonctionne. Elle fonctionne avec une partie cérébrale, une zone frontale, l'aire de Broca, une zone plutôt temporale, l'aire de Wernicke. L'une produit, l'autre comprend. Ça, c'est l'organisation cérébrale. Une organisation corporelle, plus généralement. Larynx, corps vocal, bouche, palais, langue, dents, lèvres, poumons, cage thoracique. Bon, ok. Ça, c'est l'aspect mécanique du langage. Mais d'où vient-il? Quelle est son origine, ce langage? Bien malin qui peut le savoir, et pour être même plus précis, depuis quand est-ce que l'humain
ce qui a été humain possède de langage, on n'en sait rien. On a des hypothèses. L'hypothèse, une hypothèse, mais là encore, je le dis, nous n'en savons rien du tout. Quand est-ce que les hominidés, c'est-à-dire les créatures du même monde que les Homo sapiens sapiens que nous sommes, quand est-ce que ces créatures-là ont acquis cette capacité de langage? On n'en sait rien. Mais on a des hypothèses. Il y a des hypothèses. Il y a un linguiste qui s'appelle Pinkerton qui a émis l'idée que le premier hominidé, première créature d'origine humaine, qui a eu ce langage articulé, c'est Homo erectus. Alors, erectus, ça veut dire qui se tient debout. Le singe, il se déplace courbé, il s'appuie sur ses mains pour avancer. Homo erectus, lui, il était redressé. C'est celui, le premier, qui véritablement marche. On est là autour de 1,5 million d'années avant notre ère. Il y a 1,5 million d'années. Et cet Homo erectus, ben, c'est lui qui aurait sans doute eu, hypothèse, les premières formes du langage articulé humain. Il aurait eu en tout cas la capacité lexicale, dit Pinkerton. Il a mis des mots, hein, il a mis des mots sur tout un ensemble de phénomènes. Mais il n'avait que les mots, il n'avait pas la grammaire. Comme on dit, moi prendre pierre, toi manger fruits, fruits tomber arbre, voilà, des mots qu'il met sur le monde extérieur pour l'exprimer. C'est très limité. Très limité, mais enfin, c'est cette capacité, langage, l'origine du langage, pourrait être chez cet Homo erectus. L'Homo sapiens sapiens, c'est donc là, on est il y a 250 000 ans, entre 200 et 300 000 ans. Donc notre espèce à nous, Homo sapiens sapiens, et là, elle, le langage que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire cette double articulation. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que nous l'avons et que les autres ne l'avaient pas? Il y a un aspect génétique. Donc, très bien, zone du cerveau, organisation corporelle, elle est là. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Des hypothèses. Il y a deux hypothèses. Deux hypothèses qui se font front, qui expliqueraient pourquoi notre espèce a développé cette capacité de langage. Il y a une première hypothèse qui a développé donc, comme je dis, cette capacité de langage, qui est passée de la capacité lexicale, téléphone portable déchargé, ce que disait très souvent l'Homo erectus, ou alors télévision en panne, ou alors plus essence dans voiture, capacité à mettre des mots, à la capacité grammaticale que nous avons, de syntaxe. C'est la différence. Nous avons la syntaxe. Nous devons décliner les mots, les noms, les verbes. Pourquoi est-ce qu'on a construit cette capacité de construction syntaxique? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on est passé d'un langage lexical à un langage grammatical? Est-ce que ça s'est passé comme ça d'ailleurs? On n'en sait rien. Mais si on s'en tient à cette hypothèse que d'abord on avait le lexique et ensuite on a eu dans l'espèce humaine la grammaire, pourquoi est-ce qu'on a développé la grammaire? Parce que cette capacité grammaticale, deux hypothèses s'affrontent, nous a permis deux grandes aptitudes. La première grande aptitude, c'est celle de la narration. Et on aurait développé la capacité langagière que nous avons, nous, maintenant, quand nous avons eu besoin et la faculté de raconter. Quand nous nous sommes placés dans le temps, quand nous sommes véritablement passés dans le temps. Avant, maintenant, après, quand nous avons eu besoin davantage de raconter des histoires qui se placent sur la durée, eh bien, cette capacité de narration que nous avions a nécessité la construction d'un outil
qui est le langage tel que nous l'avons maintenant, qui permet de raconter des histoires. Euh, si j'ai faim, hier j'ai vu un troupeau, il était encore près de la mare aujourd'hui, j'irai le chasser demain. Construction qui met en place des temps différents et qui permet de se raconter, mais aussi de raconter le monde. Donc, pourquoi l'homme a construit la grammaire finalement et a eu cette capacité? Hypothèse 1, ce serait parce que nous sommes placés dans un temps et nous sommes une créature qui se place dans cette optique de temps et de narration. Mais il y a une autre hypothèse qui se met en place en parallèle, qui ferait le développement de cette capacité langagière sur un autre champ, qui serait celui, autre fonction importante du langage, de l'argumentation. Nous avons créé le langage humain s'est développé, non pas parce que nous avions besoin de raconter, mais parce que nous avions besoin d'argumenter, d'expliquer. Et de fait, notre langage est un langage d'explication. Si j'ai faim, si j'avais faim, j'irai près de la mare où les animaux seront demain. Si j'avais faim, une condition, j'irai vers la mare, encore une condition, où les animaux seront demain. Une temporalisation, une cause par rapport aux hypothèses. Expliquer, argumenter, analyser le monde. Nous sommes une capacité des créatures qui ont ce qu'on appelle le langage d'évocation, c'est-à-dire cette capacité à faire des hypothèses et des causalités, comme parallèlement cette capacité à nous placer dans le temps. C'est les deux caractéristiques du langage d'évocation. Ce langage d'évocation, les enfants le construisent quand ils ont 4-5 ans. C'est un grand enjeu de l'école maternelle. Donc voilà comment se développe le langage, mais pourquoi s'est-il développé? Où est l'origine du langage? Eh bien, nous n'avons que des hypothèses et on n'aura jamais rien d'autre que des hypothèses. Et il y a une hypothèse qui s'est construite d'abord sur un champ lexical, puis ensuite un champ grammatical. Il y a 1,5 million d'années chez Homo erectus, 300 000 ans chez l'Homo sapiens. Puis pourquoi il s'est développé? Soit parce qu'il a la dimension temporelle, narrative, soit parce que c'est la dimension argumentative qui l'a développé. La réalité, de toute façon, pourrait être entre les deux, comme dans toute chose. Donc, sur l'origine du langage, on a des hypothèses. Et on n'aura jamais. Sur l'origine du lexique, alors là, par contre, on a des certitudes. On a des certitudes. Pourquoi? Parce que nous avons 60 000 mots dans le dictionnaire, et on sait quand ces mots-là apparaissent, je disais tout à l'heure, dans la bouche de ceux qui parlent la langue, entrent dans un usage commun et collectif. On sait quand et on sait pourquoi. On peut tracer les mots comme un morceau de viande de la boucherie où on dit c'est un animal qui a été abattu, qui venait de l'élevage truc, etc. Les mots, ils ont une traçabilité comme ça. Quel est l'outil? Oui. Alors, plus qu'étymologie, l'objet livre qui contient l'origine des mots, c'est le dictionnaire étymologique. Le dictionnaire étymologique, c'est lui qui nous indique quand le mot est apparu pour la première fois en français. On nous dira, par exemple, roman de la rose, ou Rabelais, ou Tristan en prose. Voilà, première apparition écrite dans un roman de Rabelais, 1542, dans Gargantua. Ou alors, on nous dira roman de la rose ou Tristan en prose, qui sont des romans médiévaux. Voilà, on a trouvé pour la première fois manifestation à l'écrit de ce mot à ce moment-là. Donc on sait qu'à ce moment-là, ce mot-là existait.
euh, dans le sermon de Strasbourg, qui est la première forme, le premier texte écrit dans ce qui sera par la suite le français, la première phrase, c'est Pro Deo Amour et Christian Poblo. Première apparition du mot peuple sous sa forme ancien français, bah, c'est 842, pardon, 842, 843, serment de Strasbourg, Poblo, peuple. Et puis Amour, A-M-U-R, Amur, première apparition, et bien pareil, serment de Strasbourg. Quand il apparaît, et d'où il vient, son origine. Bah, amour, amor, latin. Poblo, populus, latin. De fait, les mots du français, ils ont donc une origine traçable, comme une pièce de viande, je disais tout à l'heure, et la première grande origine des mots du français, c'est évidemment le latin. Évidemment, le latin, bah, évidemment, c'est pas rien n'est évident dans l'histoire ou dans la vie et dans la langue, rien n'est toujours évident. Mais nous avons une grande origine latine, mais oui, on sait pourquoi. On sait pourquoi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la population qui habitait cette sphère dans laquelle, cette zone dans laquelle nous habitons nous-mêmes, cette population a été en confrontation avec une autre population et elle en a pris les mœurs, les goûts, les modes de vie et la langue. C'est ce qui s'était d'ailleurs passé avant sur l'Italie. Autour de Rome se parlait une langue, le latin. Cette langue a rayonné sur l'ensemble de l'Italie. Et rayonnant sur l'ensemble de l'Italie, elle a ensuite rayonné sur l'ensemble de la Méditerranée. Les habitants de notre sphère, de notre zone, ils ont pris les habitudes architecturales, les habitudes vestimentaires, les habitudes culinaires, les habitudes linguistiques de cette population. Je vous avais expliqué d'ailleurs qu'au XIXe siècle, on a cherché les règles linguistiques qui faisaient passer du français à l'ancien français et de l'ancien français au latin. Je vous avais dit par exemple que au IIIe siècle après Jésus-Christ, en général, les voyelles terminales disparaissent. Pourquoi? Parce que le latin, c'est une langue accentuée. On ne disait pas fabula, on disait fable. Fable. C'est le A qui est accentué. Fable. Comme le français accentue. Accentue, on ne prononce pas toutes les syllabes avec la même intensité. Donc, comme c'est une langue orale, non pas écrite, de latin, personne dans l'Antiquité ne sait lire ou écrire, ou presque. Donc, au IIIe siècle, on sait que les voyelles terminales ont tendance à disparaître. Et puis, avant le IXe siècle, les voyelles intermédiaires s'estompent elles aussi. Fable, pas fabula, c'est pas faboule, c'est fable. Et le boula a tendance à disparaître, bah, ça fait fable. Et c'est pareil pour tous les cas de la même espèce. Taboula, ça fait taboule, et puis après, ça fait table. Je vous avais dit ça lors de notre premier cours, je crois. Donc, notre langue, elle vient du latin populus, peuple. Et on a un autre populus qui est populus, avec un O, populus, qui a donné peuplier, par exemple. Il y a deux mots qui se ressemblent en latin, ne se prononcent pas tout à fait pareil. Populus, populus, peuplier d'un côté, peuple de l'autre. Grande origine des mots, le latin. Grande origine, encore, des mots. On appelle au XIXe siècle les Gaulois, dans Astérix, les Gaulois, une réalité très protéiforme, bon, tout un ensemble de peuples. Ces Gaulois parlent une langue, ce sont des Indo-Européens, parlent une langue indo-européenne, le celte, se trouve encore manifesté dans le breton actuel, dans le gallois.
ben, ce Celte, ces Celtes, c'est eux qui ont pris les mœurs et la langue des envahisseurs latins. Qu'ils aient été envahis ou pas, d'ailleurs. Vous savez qu'à quelques kilomètres d'ici, on a ce qui semble de plus en plus être le plus grand théâtre latin de Gaule, à savoir le théâtre de Mandeur, c'est à 15 kilomètres d'ici. Y a-t-il eu des Romains qui sont venus à Mandeur? On n'en sait rien. Là, il y a une influence de la civilisation latine qui fait que partout, il y a un mode de vie à la romaine, et la langue qui va avec, et la mythologie qui va avec, qui transpire, qui s'inspire, qui inspire les années. Il n'empêche que ces Gaulois, comme ça, ces Gaulois, ils vont conserver dans leur langue tout un ensemble d'éléments du quotidien qui, pour eux, est très important parce qu'ils renvoient justement à leur activité quotidienne. C'est les mots plutôt de l'agriculture. Nous avons hérité du celte, tous les mots qui renvoient au nom de plantes, au matériel agricole, encore, pour donner quelques exemples. Chêne, sillon, charrue, caillou, toute la variation sur char. Sont les modes d'origine, donc celtique. Pourquoi? Ben, on a pris les mots qui venaient de l'extérieur, mais les mots vraiment des objets très très quotidiens, on a gardé les mots de la langue celtique. Qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons des mots encore germaniques, issus des langues germaniques. Et là aussi, on sait absolument pourquoi. Pourquoi nous avons des mots d'origine germanique qui apparaissent à la fin de l'Antiquité? Pourquoi donc? Parce que la fin de l'Antiquité est manifestée par ce qu'on appelle les invasions barbares, plus exactement à la fin de l'Antiquité, l'Empire romain, qui est extrêmement vaste, fait appel à tout un ensemble sur ses frontières de population pour maintenir l'ordre et la paix. On paye des mercenaires de toute origine pour garder les frontières. Et ces mercenaires, à un moment donné, vont s'emparer des frontières et des provinces romaines à leur propre profit. C'est les Gauls, les Visigoths, et c'est les Francs. Nous avons un roi franc qui s'appelle Clovis, qui à un moment donné s'empare de la partie de l'Empire romain qui est l'autre, et qui arrive avec sa propre population et qui impose son pouvoir sur l'ensemble de ce territoire. Ils parlent une langue, ces envahisseurs d'Europe centrale, c'est germanique, il y a des langues germaniques, et il y a interaction avec les Gallo-Romains sur place, qui fait que nous avons un ensemble de mots qui relèvent de leur réalité. Cette invasion, c'est une domination, plus exactement, domination un peu particulière, parce que contrairement à la domination latine, où les populations ont pris la langue des envahisseurs, les Gallo-Romains n'ont pas pris la langue des Germains, c'est les Germains qui ont pris la langue des Gallo-Romains. Un principe un peu opposé. Donc nous avons moins de mots germaniques que de mots latins. Mais il n'empêche qu'ils ont amené les mots qui relevaient de leur culture propre et qui sont grosso modo les mots de la noblesse et de la guerre. Les mots de la noblesse et de la guerre, à savoir par exemple les titres de noblesse comme marquis, comme baron, mais aussi les mots qui renvoient à la guerre, comme par exemple épée. Épée en latin, ça se dit gladius. Gladius, épée. On voit bien qu'il n'y a pas non plus une grande similitude, donc ce n'est pas un mot latin. Mais les mots, ils sont traçables. Pourquoi est-ce qu'on a ces mots-là dans la langue? Parce qu'à un moment donné, invasion germanique. Nous avons des mots qui sont hérités du norrois, la langue du Nord, qui relève de la Scandinavie actuelle. Bien. Pourquoi? Là aussi, on le sait. Si, on le sait. Et on le sait pourquoi?
Pourquoi est-ce que nous avons la langue des hommes du Nord chez nous? Dites-moi tout. Les Vikings, 9e siècle. À partir du 9e siècle, ces hommes du Nord déferlent très massivement sur la Grande-Bretagne. Il y a un feuilleton en 5 ou 6 saisons qui s'appelle Viking, vous avez peut-être déjà vu, sur une chaîne de télévision quelconque, qui raconte justement qui condense d'ailleurs un peu toutes 2 siècles d'histoire viking dans une famille, et il déferle beaucoup sur la Grande-Bretagne, il déferle aussi sur la France, ravageant une ville, incendiant. Et un roi de France, pour essayer d'enrayer le principe, va donner une partie de son royaume aux Vikings, à ces hommes du Nord, ces Normands, les hommes nord, pour essayer de faire tampon. C'est la Normandie. Et la conséquence, c'est que nous avons un certain nombre de réalités quotidiennes de ces hommes du Nord qui sont passées dans notre langue à nous. C'est par exemple, c'est les mots de la mer. La réalité principale de leur transport, c'est le bateau, ce bateau très particulier qui est de leur, un drakkar. Un drakkar, c'est un mot norrois et c'est un mot qui est entré dans notre langue, drakkar. Mais aussi les mots de la mer, la houle par exemple. La houle, le fait que ça bouge. Le bateau flotte sur l'eau, mais flotte de manière différente, difficile. Les mots de l'orientation. Voilà. Nous avons encore tout un ensemble de mots qui nous viennent de l'italien. Pas du latin, mais de l'italien. Et ces mots nous viennent à partir de la Renaissance. Alors, quel mot et pourquoi? Quel mot et pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons pris des mots italiens à la Renaissance, à votre avis? Il y a 2 phénomènes qui vont se croiser. Donc, nous avons des mots italiens. Oui. Alors, si, mais alors pourquoi? Alors, c'est un peu. Soyons un peu plus précis. Oui, quelqu'un a une autre idée? Parce que la Renaissance, c'est un principe de redécouverte des arts antiques, c'est un principe de restauration artistique, et ce principe, il naît en Italie un siècle à peu près, c'est ce qu'on appelle le Quattrocento, le 14e, alors que c'est le 15e en France. La Renaissance italienne, elle apparaît un siècle avant son apparition en France. Donc au 14e, dans les années 1400, Quattrocento, il y a une prolifération artistique nouvelle en Italie qui fait que tout un ensemble de techniques, tout un ensemble de domaines artistiques, tout un ensemble de compétences artistiques, tout un ensemble de champs artistiques sera exploré d'abord par l'Italie avant d'être exploré ailleurs. Donc on gardera les mots de ceux qui les ont inventés, on gardera les mots de la Renaissance. La Renaissance italienne. Cette Renaissance italienne, elle va véritablement débarquer en France avec François Ier. Pourquoi avec François Ier? Nous sommes là dans les années 1530. Parce que François Ier envahit l'Italie d'abord, 1515 Marignan, envahit l'Italie, et il ramène tout un ensemble d'artistes, ou il invite tout un ensemble d'artistes, le plus connu étant Léonard de Vinci. Donc nous avons des artistes italiens qui viennent et nous avons des rois qui envahissent et qui ramènent. Donc nous avons gardé les mots, comme l'a dit votre camarade, de l'art qui relève de cette réalité. L'autre moteur aussi de cette influence italienne, c'est le fait que nous ayons
Alors de l'art, oui, en général. Art, musique, je ferai une petite liste tout à l'heure. Ce n'est que nous avons deux reines de France qui sont italiennes. Alors, quelles sont-elles, ces deux reines de France qui sont italiennes dans cette période? Elles sont florentines. Oui, c'est la première, Catherine de Médicis, et l'autre, Marie de Médicis. Catherine de Médicis, Marie de Médicis. Les Médicis, ils sont ducs de Florence. C'est un des gros foyers de l'art italien, Florence. Et devenant reines de France, eh bien, elles importent tous les éléments de la culture italienne. Donc j'ai dit les arts. Nous avons aussi les mots liés à la cour. Nous avons un dernier champ qui est les mots liés à la guerre. Pourquoi? Ben parce que les artistes italiens étaient des techniciens, genre Léonard de Vinci, et c'était aussi des ingénieurs militaires. Et comme l'Italie est faite de plein de petites principautés, Milan, Venise, Florence, Sienne, etc., chacun se faisant la guerre, l'art de la guerre a été particulièrement développé. Donc on importe les innovations militaires d'Italie. Les mots des arts, eh bien par exemple, opéra, ténor, les mots de la cour, un page, un courtisan, les mots des vêtements. Aussi, par exemple, la fraise. C'est la fraise, une sorte de collerette qu'on met autour du cou. Fraise. Les mots de la guerre, une casemate, un canon, une bombarde, ancêtre de la bombarde, ancêtre des canons, un concert, par exemple, mot des arts, un cortège dans la cour, une citadelle, une brigade, liés à la guerre. Et puis, comme ce sont des banquiers, les Médicis, on hérite aussi, et puis que les rois de France avaient tendance déjà depuis quelques siècles à aller se financer en Italie, on a tout un ensemble de mots liés à l'argent, comme par exemple banque, crédit, et ce qui va avec faillite. Banque, crédit, faillite, des mots liés à l'argent. Oui, il y a des événements historiques qui font qu'à un moment donné, les civilisations se télescopent. Et les langues se télescopent, et donc elles s'enrichissent. Qu'est-ce que nous avons encore comme autre type d'origine? Nous avons ce qui relève de l'arabe. Alors, deux grandes périodes d'interférence entre le français et l'arabe, c'est évidemment la colonisation française du Maghreb, nord, à partir des années 1830, mais bien avant les croisades. Les croisades, 1098, les croisades, première croisade, les armées occidentales, et singulièrement les armées françaises, vont envahir le Moyen-Orient pour sécuriser, c'est l'argument, Jérusalem, qui est le lieu d'enterrement du Christ, où se trouve le tombeau du Christ, qui trouverait le tombeau du Christ. Et donc nous ramenons beaucoup de mots qui relèvent des réalités moyen-orientales ou qui relèvent des sciences, parce que les Arabes avaient une science beaucoup plus développée que n'avaient les Occidentaux. On le sait par exemple en mathématiques, puisqu'on ramène deux mots essentiels qui sont chiffres et qui sont zéro. Chiffre et zéro. Dans le même mouvement, des mots d'origine turque. Nous avons dans le français actuel tout un ensemble de mots qui héritent de notre confrontation, notre rencontre avec le monde oriental. Alors c'est plutôt des réalités. Oui, on a gardé les réalités typiques des Vikings. On a gardé les particularités de l'arabe. On a gardé les mots qui renvoient à des réalités typiques des Turcs. Qu'est-ce qu'on a comme mot turc? On a par exemple janissaire.
Janissaire, c'est le nom de la garde d'élite du sultan. Qu'est-ce que nous avons gardé? Turquoise, par exemple, pierre précieuse turquoise. Nous avons gardé kiosque. Même si les mots ont été francisés, il n'empêche que c'est un mot qu'on hérite de la réalité turque. Si un jour vous allez à Istanbul, si un jour vous allez à Istanbul, vous visiterez le palais de Topkapı, écrit Topkapi, ça se prononce Topkapı. Ce palais est fait de plein de petits pavillons avec des utilités différentes, plein de petits kiosques, et on ramène ce mot en français. Alors, vous allez user de votre culture personnelle pour me dire quels sont les mots renvoyant à la réalité japonaise et à la réalité russe que nous avons en français. Alors, japonais. Qu'est-ce que nous avons comme mot japonais en français? Oui. Oui. Voilà. Théoriquement, on ne mange pas le poisson cru, nous. Hein. Donc, réalité locale, importée. Quoi d'autre? Samouraï. Guerrier d'élite. Comment s'appelle un premier ministre du Japon médiéval? Un shogun. S-H-O-G-U-N. Comment s'appelle l'épée que porte le samouraï? Un katana. Comment s'appelle la grande vague qui est consécutive à un tremblement de terre? Tsunami. Comment s'appelle une bande dessinée qui se lit à l'envers? Voilà. Oui, on importe les éléments culturels qui sont les plus visibles. Alors, russe, qu'est-ce qu'on a comme mot russe en français? Le nom d'empereur russe. C'est un dérivé du mot César. César. Enfin, en tout cas, il n'empêche qu'en russe, ça va être tsar, et donc un tsar. Voilà. Un autre titre de noblesse russe qu'on a hérité, c'est barine. Barine, c'est la femme d'un baron. Enfin, pour faire simple. Barine. Mais c'est typique de la réalité russe, ça ne s'emploie pas sur la noblesse française. Et puis, nous avons tout un ensemble de mots liés à l'histoire contemporaine du XXe. Comment est-ce qu'on dit dégel? Dégel. Dégel. Vous voyez, hier, oui, on caillait, là, on a plus chaud, donc dégel. C'est lié à Gorbatchev. Oui, c'est quelque chose. Oui, perestroïka. Et on était en guerre froide. Et puis ça s'est réchauffé. Donc ça s'est réchauffé. Donc Gorbatchev dit non, les relations avec l'Ouest ne sont plus de la guerre froide, mais c'est une période de dégel entre eux. Donc ça se dit perestroïka. Et puis comment s'appellent les fermes du modèle soviétique? Il y a deux grands modèles de fermes soviétiques. Il y a les kolkhozes et les sovkhozes. Kolkhozes, il y a des H après, un H. Kolkhozes et sovkhozes. Bon, bref, des réalités qui sont imposées dans un pays et que nous avons conservées. Nous avons, à partir de la Renaissance aussi, tout un ensemble de mots d'origine grecque. Et là aussi, on sait pourquoi. C'est parce que la Renaissance, c'est une grande période au cours de laquelle nous allons commencer à analyser le monde avec un regard plus descriptif. Le monde, ce n'est plus une donnée. Voilà, il est comme ça, certes, mais comment il fonctionne. Et on va créer des disciplines qui sont des disciplines qui consistent à observer le monde. Et on va leur donner plutôt des noms grecs parce que c'est une période de renaissance de la culture grecque et latine. Comment s'appelle la discipline qui soigne les yeux? Ophtalmo, l'œil, logos, la science des yeux. Comment s'appelle la science qui regarde l'écriture des mots? Alors, étymologie, c'est du grec aussi, mais là, je parlais lexicographie. Lexicographie, l'écriture, lexicographie. Et puis, toutes les sciences.
Hein, quelle est la science qui a l'amour de la sagesse? Philos, l'amour, Sophia, la sagesse, philosophie, etc. Donc nous avons beaucoup de mots grecs dans le vocabulaire. Ça a donné, il y a quelques années, une question qui était de trouver des mots sur la racine grecque et sur la racine latine, polémique et belliqueux. Alors c'est une question assez difficile. Poléma, en grec, c'est la guerre. Poléma, c'est la guerre. Donc, les mots qui sont sur la racine grecque de poléma, eh bien, donc une polémique, qu'est-ce que c'est? C'est une guerre. C'est une guerre. Ben, il y a polémistes, ceux qui font la guerre, polémistes. Deux journalistes polémistes, ou deux polémistes. Et puis, il y a un autre qui ne s'emploie jamais, qui est polémaste, qui étaient des guerriers, des sortes de gladiateurs, de l'Antiquité. Et puis la racine latine qui veut dire guerre, c'est bella, c'est bellum. Bellum, belliciste, belligérant, belliqueux. Donc on peut avoir des questions dans le concours sur l'origine des mots, sur le fait que les mots arrivent à des moments précis et pour des raisons précises dans notre vocabulaire. Pardon. Nous avons, pendant la Première Guerre mondiale, nous avons un certain nombre de mots qui nous viennent aussi de l'allemand, qui sont les lieux, les noms de la guerre, comme par exemple, pardon, képi, obus, bivouac, qui relèvent de la confrontation avec les Allemands. Et puis, pour des raisons économiques et scientifiques, nous avons tout un ensemble de mots qui nous viennent de l'anglais. Alors, quel grand champ? Eh bien, par exemple, le champ du sport. Le champ du sport. La plupart des sports portent un nom anglais, sauf un. Il ne se prononce donc pas du tout de la même façon. On va demander ça à M. Salomon. Quel est le sport qui est d'origine allemande et qui se prononce donc ball, le handball? Handball, parce que c'est d'origine allemande. Mais tous les autres, football, basketball, c'est des balls, des balls, la balle. Donc tout ce qui relève du sport, plutôt anglo-saxon. Tout ce qui relève d'inventions particulières du monde anglo-saxon. Tout l'informatique, par exemple. Tous les modes d'économie modernes. On voit aussi la langue. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des confrontations entre les peuples et les langues. On sait quand et on sait pourquoi. Donc ça, c'est la question de l'origine des langues, l'origine du lexique. Il faut se rappeler que les mots ont une histoire qui est traçable. Deuxième grand domaine de cette étude sur le lexique, des questions de sémantique. Alors, qu'est-ce que c'est que la sémantique? C'est le sens. C'est des questions de sens. Et en général, c'est plutôt des questions de sens qui sont posées dans la partie lexicale. Mais il faut vraiment savoir ce qu'on vous demande. Il y a une petite interrogation quand même très importante, c'est de bien comprendre quelle est la nature de la question qui vous est posée. Parce qu'il y a plusieurs grands types de questions qui peuvent apparaître dans la question du sens. La première grande direction, c'est la différence entre le sens
propre et le sens, alors, figuré, je dirais plus exactement, contextuel. Contextuel. La différence entre sens propre et sens contextuel. Dans le dictionnaire, les mots ont un sens. Ils ont un sens ou plusieurs sens. Mais en tout cas, ils ont un sens qui renvoie directement à leur possibilité sémantique. Je vous avais dit lors d'un cours précédent que le langage humain, il avait comme particularité de mettre en relation des objets extérieurs et puis des objets extérieurs et puis des mots. Un objet extérieur, et puis cet objet extérieur, il s'exprime par une suite linguistique. Donc le dictionnaire il dira voiture, sens 1, véhicule automobile. Mais qu'est-ce qu'il pourra nous dire aussi? Ben, il pourra nous dire sens 2, voiture de chemin de fer, donc wagon. En voiture, dit le chef de gare, il n'attend pas que vous retourniez dans votre voiture, il attend à ce que vous montiez en train. Qu'est-ce qu'on trouvera encore? Ben, on trouvera un équivalent de calèche. Une voiture hippomobile avec un cheval devant. Et donc voiture, sens 1, sens 2, sens 3, sens 4, 5. Les dictionnaires énuméreront les sens. Ça, ce sont les sens propres. C'est-à-dire qu'en soi, le mot, il a un sens. Si je prends le mot radiateur, par exemple, radiateur, qu'est-ce que c'est? C'est cet objet que vous avez là, qui marche ou qui ne marche pas, mais c'est cet objet-là. Mais ce radiateur, ça peut être aussi le système de refroidissement d'une voiture. Chauffage et refroidissement d'une voiture. Voilà, il y en a là, dans la pièce, il y en a dans une voiture. Donc il y a un sens qui est un sens propre et immédiat. Et quand on vous demandera d'étudier un mot, le sens d'un mot, il faut toujours passer par cette première phase-là. Qu'est-ce que veut dire le mot en soi? Parce que ce mot, il peut avoir une deuxième dimension. Il a une deuxième dimension, sinon on ne vous poserait pas la question. C'est qu'il est utilisé par l'auteur dans un contexte particulier, une phrase particulière, qui lui donne un autre sens. Lui donne un autre sens qui enrichit le sens propre. Ce n'est pas le sens du dictionnaire, c'en est un autre. Alors, prenons un exemple tout simple. Si je vous dis, ce matin, j'ai mangé un œuf cru. Oui, mais n'empêche, c'est mon exemple. J'ai mangé un œuf cru. Si je vous dis, qu'est-ce que c'est veut dire manger? Vous allez essayer de réfléchir à la situation, puis vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il a fait avec cet œuf-là? Il l'a mis dans sa bouche, il l'a avalé, et vous allez trouver des mots. Et ces mots, vous allez vous demander si c'est le sens normal. Est-ce que manger, ça veut dire absorber? Est-ce que ça veut dire mâcher? Est-ce que ça veut dire ingurgiter? Est-ce que ça veut dire dévorer? Est-ce que ça veut dire... Qu'est-ce qu'il a fait ce matin-là? Donc vous direz, ben là, le mot manger, il a le sens normal de absorber, ingurgiter, se nourrir. Quelque chose de ce genre-là. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire cru? C'est pas le participe passé de croire. C'est l'inverse de cuit. Donc, cuit, c'est qui a subi une transformation par la chaleur. Et puis cru, c'est qui n'a pas subi de transformation. Donc, qu'est-ce qu'il est? Cet œuf, il est cru. Est-ce que c'est son sens normal, à cru, ou est-ce que c'est un sens différent? C'est le sens normal. Donc, on dira, ben, dans cette phrase-là, cru et cuit ont sens normal. Qui est? On expliquera. Si je vous donne un autre usage, si je vous dis le jury a mangé le candidat tout cru. Le jury a mangé le candidat tout cru. Tout cru. Eh bien, vous allez faire exactement la même opération. C'est-à-dire, vous allez dire que le sens propre, manger, c'est ingurgiter, c'est dévorer, c'est absorber. Mais dans le sens ici,
il y a un sens contextuel qui n'est pas le même. Le jury ne vous a pas croqué, ne vous a pas mordu, il ne vous a pas avalé, ce n'est pas un ogre. Dans le sens, le jury a mangé le candidat tout cru, ben, le manger, il a un sens qui est humilié, qui est désarçonné, qui est maltraité. Ce n'est pas du tout le sens d'absorber, c'est un autre sens et qui n'est pas dans le dictionnaire. C'est un sens lié au contexte. Donc l'exercice, il consistera à dire, attention, manger, c'est un sens propre qui est se nourrir. Mais dans le contexte, le sens, c'est désarçonné, déséquilibré, maltraité. Le jury a maltraité le candidat. Le jury a déséquilibré le candidat. Le jury a désarçonné le candidat. Et pas du tout, le jury s'est nourri du candidat, ou le jury a mâché le candidat, ou a absorbé. Ce n'est pas le sens propre, c'est le sens figuré. Et de même, tout cru, ben, ce n'est pas l'inverse de tout cuit. Tout cru, ça veut dire non pas qu'il n'était pas cuit, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas cuit, ça veut dire entièrement. Ça veut peut-être même dire sauvagement. Sauvagement. Il l'a mangé tout cru. Il l'a mangé comme un sauvage. Il l'a mangé violemment. Le cru a un sens de violent. Donc l'exercice d'analyse sémantique, c'est de dire grand 1, le mot a un sens propre qui est celui-là, mais grand 2, le mot dans ce contexte-là de phrase a un autre sens qui est celui-ci. Et c'est vraiment deux étapes différentes. Parfois, la question sera formulée directement. On dira, après avoir étudié le sens propre du mot gna gna, vous en donnerez le sens contextuel. Et là, on comprend bien ce qu'il faut faire. Mais c'est rare que le jury s'exprime aussi clairement. D'habitude, il dit juste, analysez le sens du mot, paf, et c'est tout. Et il faut que vous fassiez grand 1 contexte, grand 1 sens propre, sens contextuel. Donc ça, c'est le premier grand champ d'activité d'analyse du sens, c'est l'opposition ou la différence qui peut exister entre le sens propre et le sens contextuel. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'étude des champs sémantiques, du champ sémantique, le panel, le champ, l'ouverture de sens que peut avoir un mot. Le mot, il a un sens 1, un sens 2, un sens 3, et puis en plus, il a un sens contextuel ici qui est. Mais ce qu'on peut vous demander aussi, c'est d'étudier ce qu'on appelle le champ lexical. Champ lexical. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. On parle aussi d'ailleurs parfois de réseau. Réseau lexical. On vient montrer qu'il y a une histoire d'organisation. On ne s'intéresse pas là seulement au sens propre, au sens figuré, textuel. On s'intéresse à tous les mots qui fabriquent la même idée. À tous les mots qui fabriquent la même idée. On vous dira par exemple, dans le texte suivant ou dans le paragraphe suivant, vous étudierez le champ lexical de la violence. Alors, qu'est-ce que ce sera? Ben, ce sera taper, battre, combattant, œil au beurre noir, des expressions, des verbes, des adjectifs, tout un ensemble de mots qui renverront à ce champ du fantastique, de l'amour, de la nourriture, etc., quel que soit. Oui. Ouais. Est-ce qu'il faudra aussi expliquer le sens de ces mots? Il faudra juste les trouver dans le texte et les mettre en jeu. Les trouver, mais surtout les classer en fonction de leur nature. Il y a les noms, les verbes, les adjectifs, et les expressions, œil au beurre noir, par exemple, qui est dans œil au beurre noir,
c'est que le premier, le sens propre, œil, mais beurre et noir n'ont pas du tout le sens normal. Hein. Parce qu'on ne se met pas du beurre sur l'œil. Ça veut dire qu'on a un œil qui a la ressemblance du beurre lorsqu'on le fait cramer. Donc, c'est pas du tout le sens normal. Donc, dans le texte suivant, repérer, alors vous pouvez avoir par exemple géant qui va aller avec ogre, qui va aller avec lutin aussi. L'un est grand, l'autre est petit, mais en fait, ils appartiennent au même champ de créatures magiques, qui pourraient aller aussi avec immense, qui pourraient aller avec tout ce qui relève d'un champ d'idées, d'un ensemble de mots qui ont un sens identique. Alors, on va prendre quelques exemples. Je vais citer une dissertation. Alfred de Vigny, là, au début du XIXe siècle. Comme d'habitude, on est sur plus, je laisse si quelqu'un est absent. C'est Alfred de Vigny, poète, traducteur d'anglais. Il a traduit Othello en français en 1827. Romancier, il a écrit un des premiers romans historiques qui s'appelle 5 mars. C'est une histoire à l'époque de Louis XIII. Déjà, le cardinal de Richelieu a le mauvais rôle. Alfred de Vigny, donc, il écrit en 1835 ses souvenirs militaires, comme l'avait fait quelques années avant un autre Alfred, qui est Alfred de Musset, qui avait écrit un texte qui s'appelle Les Enfants du siècle, dans lequel il expliquait que sa génération, et c'est ce qu'explique Vigny aussi, que sa génération est née après la Révolution française, ils sont tous nés autour de 1800, là, ces auteurs qu'on dit romantiques. Victor Hugo et Dumas sont nés en 1802, Mérimée est né en 1803, bon, ils sont tous dans cette période-là. Et ils sont nés quand ils avaient 10, 15 ans, dans une ambiance, dans un univers qui était l'univers napoléonien. Ils vivaient sous un empire. Empire avec des valeurs, avec des comportements, avec un état de la situation. Et puis que quand ils sont devenus presque adultes, le régime napoléonien 1815, le régime napoléonien s'est effondré, on est repassé sur le régime antérieur, qui est celui de la monarchie. 1815-1848, monarchie, 3 rois, Louis XVIII, frère de Louis XVI, Charles X, 1824-1813, 1830, 124-1830, frère de Louis XVI aussi, et puis ensuite un neveu qui est Louis-Philippe, jusqu'en 48. Et donc, ce qu'il va raconter, c'est qu'ils ont une enfance qui était bercée par l'aventure napoléonienne, et puis qu'ils ont eu une période adulte qui était au contraire un retour à des vieilles idées qu'ils croyaient disparues ou des vieilles idées d'avant. Alors, dans le premier paragraphe que vous avez là, 10 lignes, j'appartiens à cette génération née avec le siècle, vous allez essayer de me découvrir les mots qui renvoient au champ lexical de la guerre. Champ lexical de la guerre, c'est-à-dire les mots qui ont une idée, un air de famille, une signification à mettre en relation avec la guerre. Il y en a 3 ou 4. Je vous laisse lire le texte.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme mot qui renvoie à cette idée que nous étions, mais nous ne sommes plus dans un monde de guerre? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Il y en a qui sont vraiment visibles, d'autres qui le sont un peu moins. Dites-moi tout. Alors, épée. Alors, ça, tout d'abord, on a des noms. Alors, il y a des noms. Et les deux plus évidents, c'est épée et ce qui va avec, fourreau. Quoi d'autre? On a d'autres mots qui renvoient à la guerre très directement, à l'action de guerre. Bataille, la dernière ligne. Épée, fourreau, bataille. Un autre mot sur la ligne juste au-dessus. Alors, service. Pourquoi service? Voilà, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Au moment où j'écris 1835, Napoléon, c'est 1815, la fin. Donc, au moment où j'écris, un homme qui aurait 20 ans de service militaire, qui aurait fait 1815-1835, n'aurait pas vu une bataille. Enfin, donc, peut-être tant mieux. Mais en tout cas, un homme qui serait dans l'armée n'aurait pas vu de bataille dans les 20 dernières années, même s'il était dans l'armée. Donc, service pour effectivement servir l'État, servir la nation, service militaire. Bon, un autre que vous n'avez visiblement pas vu, mais qui renvoie aussi, c'est bulletin. Alors pourquoi? La ligne 1. J'appartiens à cette génération née avec les siècles qui nourrit de bulletins. Parce que c'est ce qu'on appelle le bulletin de la Grande Armée. Napoléon Ier, il invente quelque chose qui est le fait que l'État parle à ses citoyens. Comment exprimer? Je rends compte de mon action. Et il publie périodiquement ce qu'on appelle le bulletin de la Grande Armée, c'est-à-dire le récit des événements militaires qu'il conduit. Donc le bulletin, on en a encore des bulletins, hein, on a encore le BO, le bulletin officiel de la République française. Le bulletin, c'est cette origine-là. Comment ça raconte plus des histoires de guerre, ça raconte plutôt des décrets et des lois. En tout cas, bulletin, il appartient à ce champ-là de la guerre, c'est les récits de bataille napoléonienne. Maintenant, il faudrait me trouver quelques adjectifs qui renvoient à cette idée militaire. Alors, obscur, ça ne veut pas spécialement dire militaire. Je reviendrai tout à l'heure sur obscur. Non, le premier qui apparaît, c'est nu. Qu'est-ce que ça veut dire nu? C'est l'inverse d'habillé. Une épée ne peut pas être habillée. Donc, c'est un autre sens qui est donné. Ben, soit elle est prête à servir, c'est-à-dire elle est sortie du fourreau, qu'elle est nue, soit elle est dans le fourreau, c'est-à-dire qu'elle ne sert pas. Elle ne sert pas maintenant. Donc, le fait que l'épée soit nue, ça indique une situation de guerre. Elle est nue, non seulement on a une épée, mais en plus, elle est prête à servir. Donc, elle est prête à faire la guerre. Et voilà, très bien. Et de fait, on a aussi la notion de ranger. Si je vous dis ranger vos affaires, ou ce que je dis souvent de ma vie privée, range ta chambre, la signification n'est pas du tout la même chose que bataille rangée. Une bataille rangée, qu'est-ce que c'est? C'est une bataille dans laquelle les deux armées sont organisées et sont alignées de chaque côté. L'armée prussienne d'un côté et l'armée napoléonienne de l'autre. Elles sont rangées l'une en face de l'autre avant de s'affronter. Donc, bataille rangée, le rangée a un sens très particulier qui est lié à cette dimension guerrière. Donc, on a l'idée de la guerre, et cette idée de la guerre, elle s'exprime
par tout un ensemble de mots qui sont pris dans leur sens propre, qui sont pris dans leur sens figuré, dans un sens contextuel, nu par exemple, et raconté. De même, on pourrait dire que, d'une certaine façon, aventure pourrait être ici dans ce sens militaire, l'aventure militaire. Je n'ai pas beaucoup d'aventures à vous raconter, je n'ai pas beaucoup de batailles à vous raconter, puisque je n'en ai pas vécu. Donc on pourrait mettre aventure aussi. Des noms, des adjectifs, dans un texte sur un autre sujet, on pourrait trouver aussi des adverbes. Vous étudierez l'amour dans ce texte, mais passionnément, quelque part, passionnément, un adverbe. Vous pourriez trouver des expressions. Vous étudierez l'amour dans ce texte, il m'a tapé dans l'œil. Pas un gros taquet. Non, c'est au contraire, voilà, vous savez ce que ça veut dire taper dans l'œil, quoi. Voilà, donc des expressions plus compliquées. Oui, vous aviez une question. Alors, pas forcément, parce qu'on peut être un empereur non guerrier. Oui, tous les empereurs n'ont pas fait la guerre. On a des empereurs d'Autriche pendant des décennies. Le dernier était très, très belliqueux, parce qu'il a fait des guerres partout, mais empereur, c'est qui domine un empire, et un empire, c'est un royaume vaste. Donc, ce n'est pas forcément le sens. Mais on pourrait justifier que dans ce contexte-là, empereur, vu celui que ça désigne, c'est-à-dire Napoléon, qui a quand même fait la guerre à tout le monde, ça pourrait effectivement renvoyer à ce champ belliqueux. Enfin, en soi, pas forcément. Donc, des noms, des expressions, des adjectifs, des adverbes, des verbes, si on avait attaqué, si on avait combattre, si on avait, bon, des verbes, tous les types de mots, toutes les expressions peuvent renvoyer à un changement. Même exercice sur sur le paragraphe d'après. Il y en a au moins 3. Au moins 3 noms. Alors, tambour, oui, évidemment, tambour. Pourquoi tambour? Oui, dans un contexte, tambour, ça pourrait être de la musique, ça pourrait être les arts, ça peut être la joie, ça peut être... Mais quand on parle de bataille avec tambour, c'est le tambour militaire, c'est celui qui marque la marche, il scande la marche des armées. Donc, c'est un tambour militaire, c'est une fonction particulière dans l'armée qui est tenue par les enfants, et en général, les jeunes adolescents, et qui a donc un rôle éminemment militaire et guerrier. Donc, tambour, oui. Il y avait guerre dans la ligne 1. Vers la fin de l'Empire, je fus un lycéen distrait. La guerre, voilà. Il ne faut pas oublier les évidences. Et puis, il y en a un dernier, c'est à 2 degrés, c'est Légion et Légion d'honneur. Légion d'un côté et Légion d'honneur de l'autre. Puisque Légion, qu'est-ce que c'est? C'est une subdivision de l'armée. Dans une armée, vous avez des brigades, vous avez des commandos, vous avez des divisions, et puis vous avez des légions. Donc, légion, c'est un terme guerrier. Mais en plus, Légion d'honneur, c'est une médaille pour le coup, et elle a été créée, cette Légion d'honneur, par Napoléon pour récompenser les soldats. Les soldats napoléoniens. En fait, quand on passe de... C'est une médaille, c'est une récompense. Si vous prenez Légion, ça veut dire un corps d'armée. Honneur, c'est un sentiment. Mais Légion d'honneur, c'est un objet. Ah, on le mettra dans les noms, puisque c'est un nom, Légion, puis d'honneur, c'est une extension du nom. Donc, Légion d'honneur, c'est un objet, on mettra dans les noms, qui renvoie à une distinction accordée à un soldat. Donc, il y a là-dedans un domaine militaire. Bon, alors essayons maintenant d'analyser quelques mots comme ça dans ces 2 paragraphes pris les uns les autres. Essayez de m'analyser dans la ligne 1 le sens propre et le sens contextuel du verbe nourrir. J'appartiens à cette génération avec le ciel, nourrit.
Qu'est-ce que ça veut dire nourri de bulletin? Nourri de bulletin. Sens propre et sens figuré, sens contextuel. Bah, nourrir, j'ai déjà analysé d'une certaine façon. Nourrir, ça veut dire manger, ça veut dire euh, absorber, ça veut dire dévorer. Mais quel mot synonyme on pourrait trouver à nourrir? Imaginez le dictionnaire. Quel sens il donne? Pas besoin de faire, sur le sens propre, pas besoin de faire des grands paragraphes. Une liste de mots. Nourrir, c'est manger, dévorer, absorber, mâcher peut-être, etc. Mais évidemment, il ne mange pas des livres, nourri de bulletins. Dans ce sens-là, qu'est-ce que veut dire nourri? Ben, ça veut dire recevoir, ça veut dire environner, ça veut dire élever, éduquer, ça veut dire environner, oui, par les bulletins de l'empereur. Moi, j'appartiens à cette génération abreuvée, éduquée, environnée en permanence par les aventures impériales. Donc ça ne veut pas dire qu'il mange des livres. Sens propre, ça voudrait dire qu'il mange des livres. Ça ne peut pas être ça. Ça veut dire qu'il est informé, mais il y a un peu plus que ça dans nourrir, qui est entièrement absorbé par ces bulletins. Il est absolument entouré par ces bulletins. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais toujours devant les yeux une épée nue. Il y a les mots, mais aussi les expressions. J'avais toujours devant les yeux une épée nue. Sens propre, sens figuré. Sens propre, sens contextuel. Sens propre, ça veut dire qu'il avait un objet chez lui qui pendait au plafond, qui était sur le manteau de la cheminée ou qui était sur un bureau. Il avait un objet chez lui qui était une épée, sans fourreau. Ça, ce serait le sens propre. Mais ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Le texte ne veut pas du tout dire ça. Son père n'avait pas une épée chez lui. Ce que ça veut dire, j'avais toujours devant les yeux, en étant petit, une épée nue, c'est qu'il vit en permanence dans l'imaginaire de la guerre. Le sens, il est très contextuel, est très très éloigné de ce que ça dit en vrai. Ce que ça dit en vrai, c'est que j'ai chez moi un balai, j'ai chez moi un aspirateur, j'ai chez moi une télévision, j'ai chez moi une épée. Bon, c'est ça le sens propre. J'ai chez moi une épée sans fourreau. Sens contextuel. Toute mon enfance, j'ai été environné par cet imaginaire de la guerre. Toute cette enfance, j'ai été environné par cet imaginaire de la guerre. Pour expliquer le sens propre, quelques mots suffisent. Pour expliquer le sens contextuel, il faut plutôt faire plusieurs phrases. C'est plutôt un petit paragraphe qu'on fabrique. Le narrateur explique que quand il était jeune, les batailles napoléoniennes occupaient une très large place dans la vie quotidienne et que son imaginaire était entièrement fabriqué par le récit de ces guerres napoléoniennes. Qu'est-ce que ça veut dire que la phrase complète « Je vins la prendre, cette épée, au moment où la France la remettait au fourreau ». Les Bourbons. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase « Je vins prendre cette épée quand la France la remettait dans le fourreau des Bourbons ».
C'est pas par rapport au même. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut expliquer justement. Du coup, Oui, attendez, votre camarade a une idée. il arrivait à l'âge de pouvoir et c'est là que la guerre s'est arrêtée. Exact, c'est ça le sens. Sens propre. Eh bien, à un moment donné, l'épée était rangée. Sens propre, l'épée était rangée. Mais sens figuré, quand j'ai eu l'âge d'être soldat, les guerres se sont arrêtées. Quand j'ai eu l'âge d'être soldat, les guerres se sont arrêtées. Cette épée qui était nue, qui avait environné mon enfance, c'est-à-dire ces guerres dont on parlait tout le temps, quand j'ai eu l'âge de la faire, moi, quand j'ai eu 20 ans, c'est le moment où arrive au pouvoir, 1815, les Bourbons, roi, et on range l'épée, donc on arrête les guerres. Donc, sens contextuel de cette phrase, quand le narrateur a l'âge de faire la guerre, l'arrivée au pouvoir des Bourbons met un terme aux guerres. Il faut quand même expliquer de manière précise, donc il faut parfois analyser en étant plus loin que le simple sens propre des mots. Sens propre, sens contextuel du oui. On doit copier la partie de phrase, puis expliquer au sens propre, puis expliquer au sens figuré. Non, simplement le sens que les mots ont, pas individuellement, mais ensemble. Vous n'allez pas m'expliquer j'ai pris une épée et nue. Vous allez me dire j'ai pris une épée nue, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, j'ai sorti mon arme pour faire la guerre. J'avais envie de faire la guerre. Puis j'ai mis l'épée au fourneau, vous n'avez pas fourreau, pas expliquer chaque mot, mais le sens propre de l'expression. Donc, on prend que voudrait dire avoir une épée nue, dire qu'il a un objet chez lui qui est une épée. Qu'est-ce que ça veut dire en contexte? Ben, contexte, ça veut dire que c'était le moment de faire la guerre. Sens propre, sens contextuel du mot tableau que vous avez en ligne 3. Aussi, dans ce modeste tableau d'une obscure partie de ma vie, je veux paraître ce que je fus, spectateur plus qu'acteur. Tableau, obscur et spectateur. Voilà. 3 mots à analyser en termes de sens propre et sens local, sens contextuel. Alors, tableau, c'est quoi les deux sens essentiels du mot tableau, sens propre?
Une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, c'est une peinture, c'est simplement une peinture. Et oui, peinture, par exemple, c'est un mot qui se prête véritablement à plusieurs sens. Peinture, c'est un produit de base. Dans les armoires là-bas, vous avez de la peinture. Mais ça, c'est une peinture, c'est un tableau. Et puis, si je vous fais un peu la peinture de ma vie, si je vous fais le tableau de ma vie, ben, ça sera le sens contextuel ici. Donc, premier sens de tableau, c'est une œuvre d'art, comme l'a dit votre camarade, c'est une peinture. Deuxième sens, un tableau, c'est un objet sur lequel on écrit, un support de l'écriture. Mais sens contextuel ici, il est utilisé pour désigner quelle plutôt autre réalité. Il ne va pas nous faire un dessin, oui. Un récit. Il va nous faire le tableau de ma vie, vous faire la peinture de ma vie, vous faire le récit, vous raconter les événements de... Oui, le mot a un sens dans le contexte qui n'est pas le sens normal du mot. De même, obscur, obscur, ça veut dire noir, ça veut dire sombre. Partie obscure de ma vie. Obscur. Ça veut dire noir. Je vis dans l'obscurité. Nous sommes dans un clair-obscur qui fait qu'on distingue mal. Obscur, ça veut dire sombre. Mais alors, dans le sens, ici, dans ce modeste tableau d'une partie obscure de ma vie, je veux paraître ce que je fus. Quels peuvent être le sens dans le contexte de ce mot obscur? Oui. Alors, première possibilité, difficile. Deuxième possibilité, qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, ça peut être méconnu, ou alors oublié, ou flou. Je vais vous raconter une partie obscure de ma vie qui est les années maternelles. Pas beaucoup de souvenirs de la maternelle, partie obscure de ma vie. Vous voyez, ignorée, lointaine, oubliée. Je vais vous raconter une partie difficile de ma vie, obscure, une partie sombre, une partie noire, une partie oubliée de ma vie, ou une partie simplement méconnue, partie ignorée de ma vie que je vais mettre. Et une expression qui veut dire l'inverse, c'est mettre en lumière. Je mets en lumière quelque chose. Mettre en lumière, ça ne veut pas dire éclairer, au sens propre, avec une lampe. Ça veut dire mettre en évidence, mettre en lumière. Donc, mettre en lumière s'oppose à obscurcir, cacher. Donc, une partie obscure, une partie méconnue. Soit une partie noire, difficile, soit une partie méconnue, oubliée. Le sens peut être plus ou moins riche. Et puis, spectateur, spectateur, c'est celui qui regarde. Aussi, dans ce modeste tableau d'une partie obscure de ma vie, je ne veux apparaître que ce que je fus, spectateur, celui qui regarde. Mais en l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il a subi sa vie. Il n'a pas été comme il l'aurait voulu. Dominateur, organisateur, acteur de sa vie. Non, il était autre chose, il a subi cette vie, il était spectateur. Sens propre, dans le contexte, qu'est-ce que ça signifie qu'être spectateur de sa vie? Ça veut dire qu'on ne domine pas sa vie. Ça veut dire qu'on subit sa vie. Ça veut dire qu'on est passif face aux événements. Un autre petit morceau, puis après on passera quelque chose d'autre. Avant-dernière phrase, même pas dernière phrase du dernier paragraphe. Il évoque donc, il rappelle ses années d'école. Je vous lis du paragraphe, vers la fin de l'Empire, je fus un lycéen distrait. La guerre était debout dans le lycée. Et la guerre était debout, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça ne veut pas dire qu'elle... La guerre, elle ne peut pas être debout. La guerre est présente. La philosophie ne peut pas être debout. C'est une idée. C'est un humain, c'est un singe, c'est un chat, qui peut être debout.
Homo erectus, comme je disais tout à l'heure, tu peux être debout. Mais la guerre, elle ne peut pas être debout. Elle était présente dans le lycée. Le tambour étouffait à mes oreilles la voix des maîtres. Ça veut dire que les histoires militaires étaient plus importantes que le savoir qu'enseignaient les maîtres. La voix mystérieuse des livres ne nous parlait qu'un langage froid et pédantesque. Et voilà ce que je veux que vous expliquiez. Les logarithmes et les tropes n'étaient à nos yeux que des degrés pour monter à l'étoile de la Légion d'honneur. Qu'est-ce que c'est que les logarithmes et les tropes? Alors, logarithme, pour élargir ça, effectivement, c'est les maths. Et puis alors, les tropes, c'est les figures de style, c'est effectivement le français. Les maths et le français, le savoir, si on élargit encore, qui est dispensé par les maîtres, ne sont que des moyens et degrés pour accéder à la gloire militaire, pour aller à l'étoile de la Légion d'honneur. Pour eux, le savoir dispensé n'était qu'un moyen pour accéder à ce qui était important pour eux, la gloire militaire. De même que le mathématique et le français ne doivent être pour vous que des degrés vous permettant d'accéder au métier d'enseignant. Des outils et non pas des finalités. Ce qu'il implique ici, c'est que le savoir qui lui est donné au lycée n'est pas vu comme une fin en soi, mais comme des outils pour faire la guerre, pour permettre de réussir dans le champ de la guerre. Nous avons un champ sémantique, nous avons un champ lexical, nous avons un autre champ, enfin, qui est le champ étymologique. Un champ étymologique. Qu'est-ce qu'il consiste à faire, le champ étymologique? Il consiste à chercher, à partir d'un mot, quels sont les mots qui appartiennent non pas au même sens forcément, mais à la même origine étymologique. Les mots, ils sont construits. On voit bien avec un verbe, par exemple, il est construit à partir d'un élément qu'on appelle le radical, qui va être associé à d'autres composantes, comme par exemple les désinences. Mange, mangerai, mangera, mangeait, manque, radical, et puis tout un ensemble de variations. Les mots, ils appartiennent à une origine étymologique. Nous avions par exemple le mot nu tout à l'heure. Le mot nu dérive du latin nudus. La terminaison, par exemple, disparaît au IIIe siècle, dans fabula, comme dans tabula, comme dans nudus, nu, il reste nudé. Nu est un mot en français qui appartient à une origine, qui a une partie commune, qu'on appelle le radical, avec tout un ensemble d'autres mots de la langue française. Quels sont ces mots? Donc, trouvez-moi des mots appartenant à la racine étymologique de nu. Allez-y, qu'est-ce qu'on a sur nu? Dénudé. Alors, on a toutes les composantes des verbes. On a les verbes déjà. Nu, c'est un adjectif. Dénudé, déshabillé. Quoi d'autre? Nudité, le nom. La discipline en général. Nudisme, celui qui pratique la discipline. Nudiste. Et pensez en termes de variation de place de mots. Nu, un adjectif. Le verbe. Les verbes. Porter, apporter, déporter, transporter. Quels sont les verbes? Les noms porteurs, les adjectifs portables,
transportable? Est-ce qu'il y a des adverbes surportés? Pas spécialement. Une racine, un ensemble de mots dans des classes différentes. Tableau. Qu'est-ce que ça pourrait être, les variations sur tableau? Un tableur, un logiciel, une table, un ordinateur, une tablette. Voilà, variation sur tableau. Obscur, un adjectif, un nom, obscurité, un verbe. Ah non, pas obscurer, obscurcir. Obscurcir, un adverbe, obscurément. Essayons de varier les mots. Géant. L'idée, alors, adjectif gigantesque, le féminin. Parce que pensez, quand on a des noms, on a aussi les féminins qui vont avec. Géant, géante. Le principe d'être géant. Gigantisme, oui, très bien, gigantisme. Spectateur, variation sur spectateur. Féminin, nom commun, verbe. Alors, un autre nom, spectacle. Un féminin, spectatrice. Un verbe, inspecter. Un adjectif, spectaculaire. Oui, la question du champ étymologique, ce n'est pas du tout la même que précédemment. C'est trois questions différentes. La question du sens sémantique, c'est quel est le sens du mot en général et ici. La question du champ lexical, c'est quel est le réseau de sens auquel appartient le mot. Est-ce qu'il y a d'autres mots dans le texte qui appartiennent au même réseau? Et la question de l'étymologie, c'est la question de la construction. À partir de la racine de ce mot-là, à partir de l'origine étymologique, est-ce qu'on peut en trouver d'autres qui appartiennent à ce champ-là? Ce qu'on explique aux enfants, c'est le plus simple, c'est par exemple sur dans et sur les. Dans, D-E-N-T, dans, dentifrice, dentiste, dentaire, dentition, édenté, dental, sur les, laitier, laitière, lactal, adjectif lactal, parce que ça dérive de lactus, donc lait, lactal. Lactose, par définition, par racine, pardon, lactal, lactose, variation sur ces mots-là. Bon, est-ce que sur cette dimension, tout d'abord sémantique, vous voyez bien ce qui doit être fait? Ce qui doit être fait, eh bien, c'est très différent de la question qui est posée de l'une par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui vous est demandé? Quand c'est une question en général sur le champ sémantique, c'est une question sur un point. 0,5 pour le sens propre, 0,5 sur le sens local. Ou alors sur 2 points, un point là, un point là. Quand c'est des questions sur le champ lexical, ça peut être des questions sur 6 points. 4, 5, 6 points. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'éléments qui sont posés. On peut d'ailleurs avoir que, du point de vue lexical, qu'une question là-dessus et c'est tout. Dans l'extrait suivant, vous repérerez le champ lexical de la passion. Quels sont les mots qui indiquent la passion, la peur, l'amour, le danger? Quels sont les mots qui indiquent la fraternité? Quels sont les mots qui indiquent, bon, vous avez compris le principe. Et puis sur l'étymologie, en général des mots, une question sur un point.
trouver tout un ensemble de constructions. Ce qui fait la différence entre une copie et une autre, c'est la capacité à organiser votre réponse, à classer votre réponse. Il y a bien des catégories de mots qui renvoient au champ lexical. De même qu'il y a bien des variations avec des verbes, avec des noms, avec des adjectifs, avec des adverbes, etc. Encore un petit exemple, et ce sera le dernier pour aujourd'hui. Qu'est-ce que signifie la phrase et le mot habit? 3 lignes avant la fin du premier paragraphe. Qui faire? On n'est pas toujours maître de jouer le rôle qu'on eût aimé. L'habit ne nous vient pas toujours au temps où nous le porterions le mieux. Quel est le sens du mot habit ici? Alors, mauvaise réponse, puisque j'attends sens propre et sens contextuel. Donc, il faut d'abord me faire la liste de tous les sens possibles que peut avoir le mot habit. Un habit, c'est un vêtement. Donc, sens propre, le personnage voudrait porter un vêtement. Ça, je ne sais même pas s'il veut porter une veste ou un jean. Donc, sens propre, un habit, c'est un vêtement. Sens contextuel, l'habit ne vient pas au moment où nous le porterions le mieux. Eh bien, ça peut être, comme l'a dit votre camarade, la fonction, le métier, la mission. Ce n'est pas parce que, voyez bien, hélas, ce n'est pas parce que vous êtes prêt à devenir enseignant que l'habit vous est proposé. Non, il vous sera proposé dans un an encore. Dans un an, qu'on vous proposera d'être fonctionnaire, stagiaire. Ou même dans 6 mois, on vous proposera d'occuper soit un poste de contractuel, soit un poste de pratique accompagnée. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes prêt là à occuper la fonction, à mettre l'habit, que l'habit vous est proposé. Donc, qu'est-ce que c'est qu'habit? Ben, c'est le métier, c'est la fonction, c'est le rôle. Ce n'est pas parce que je suis prêt à devenir soldat que les circonstances me proposent à moi d'être soldat. Il y a un premier grand champ qui est celui de l'origine des mots. Il y a un deuxième grand champ qui est celui du sens des mots. Il y a un troisième grand champ que nous étudierons lors de notre prochain cours, qui est celui de la construction des figures de style. La construction des figures de style qui apparaît dans ce lexique. Et un autre grand champ, et on commencera plutôt par l'autre grand champ, qui est celui de la construction des mots. Construction des mots, comment les mots sont fabriqués. Ils sont fabriqués avec des bouts de vent, qu'on appelle des préfixes, des bouts après, qu'on appelle des sons. Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui.